Bonsoir à tous. Imaginez-vous au Moyen Âge, avec pour seule assurance une robe longue et la capacité de prononcer humoral avec sérieux. Beaucoup de médecins se fiaient aux textes anciens, à l'observation et à la tradition, parfois plus qu'à une véritable formation. Vous êtes l'un d'eux, et votre journée s'ouvre sur l'examen d'un gobelet d'urine encore tiède. Bienvenue dans un monde où la science se mêle à la superstition, où chaque diagnostic ressemble à une petite scène jouée devant un public crédule. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez ce soir et quelle heure il est chez vous. Tamisez les lumières et laissez-vous doucement porter. Car bientôt, le jour se lève sur votre maison à colombage et vos yeux s'ouvrent sur une réalité qui n'inspire pas toujours autant de confiance que votre robe. Chapitre 1. Le réveil du médecin autoproclamé. Vous vous redressez lentement, et c'est le moment du réveil du médecin autoproclamé. La chambre s'anime à peine sous la lumière terne de l'aube, filtrée par des vitres épaisses et troubles. L'air sent la paille sèche qui forme votre matelas et la cire rance d'une bougie consumée. Votre robe de laine, encore froissée de la nuit, accroche légèrement la nuque. Mais dans ce monde, un tissu lourd vaut un titre, et c'est la matière qui vous distingue d'un voisin paysan. Certains médecins de l'époque avaient réellement foulé les bancs des universités, dans les villes où l'on enseignait la médecine en latin. Mais dans votre cas, comme dans celui de beaucoup d'autres, l'apprentissage est venu surtout sur le tas, mêlant fragments de livres, souvenirs vagues et beaucoup d'assurance. Votre main cherche le seul volume qui vous accompagne dans vos journées, posé sur un banc grossier qui vous sert de chevet. La couverture de cuir est usée, des pages cornées marquent les passages que vous avez lus et relus. À l'intérieur, des croquis maladroits de corps entr'ouverts, des notes sur les humeurs et des symboles mystérieux. Ce livre est moins un outil qu'un talisman. Sa simple présence suffit à justifier votre rôle devant des yeux qui bien souvent ne savent pas lire. Le matelas craque comme un fagot lorsqu'en vous relevant, vos articulations protestent, déjà. Vous n'avez guère dépassé la trentaine, et pourtant ce corps fatigue comme un vieillard. Vous ajustez votre bonnet de nuit, rabattant soigneusement le tissu pour couvrir vos cheveux clairsemés. L'apparence fait partie de vos armes, un air grave, un vêtement sobre, et vous voilà équipé de l'autorité qu'on attend de vous. Un miroir en étain pend au mur. Il déforme plus qu'il ne reflète, mais il vous suffit. Vous y voyez vos traits tirés, vos paupières gonflées de sommeil et une barbe irrégulière. Vous prenez ce masque solennel que tous vos semblables adoptent, une expression figée derrière laquelle se cache souvent la même incertitude. Vous l'avez compris depuis longtemps, les patients ne paient pas seulement pour un remède, mais pour la tranquillité d'observer un visage qui semble sûr de lui. Votre sac de cuir repose contre le mur. Vous l'ouvrez sans réfléchir, comme chaque matin. À l'intérieur, quelques fioles épaisses, remplies de liquide brunâtre. Une planchette garnie d'herbes séchées que vous seul pouvez nommer. Et surtout, ce couteau de saignée, dont l'acier piqué de rouille reste malgré tout présentable. Rien qui promette une guérison véritable, mais suffisamment pour construire l'illusion nécessaire. Votre réputation se joue davantage dans cette panoplie que dans vos connaissances. Près de la porte trône le bassin en terre cuite réservé aux échantillons d'urine, lavé à la hâte quand vous y pensez. C'est dans ce récipient que se jouera votre matinée, car l'urine est censée raconter le corps mieux que n'importe quel examen. Son observation a l'avantage de tenir vos mains éloignées des plaies et des haleines infectes. Une distance confortable, habillée des apparences d'une méthode savante. Vous tâtonnez sous le lit pour récupérer vos chaussures en cuir, laissant de côté les coins sombres où pendent des toiles d'araignée. Votre ventre gronde, mais vous savez que seul un morceau de pain sec vous attend. Un souvenir vous revient. Hier, une paysanne murmurait que son voisin vous soupçonne d'illusion. Pour étouffer cette rumeur, vous avez conseillé une saignée préventive à son mari. C'est une solution qui fonctionne presque toujours et qui surtout coupe court au doute. Vous attachez votre ceinture, resserrant tant bien que mal le tissu autour d'un ventre arrondi. Témoignage des repas offerts
en remerciement de diagnostics improvisés. Vous jetez un œil à vos ongles, à peine tachés, passez une main dans vos cheveux pour leur donner un semblant d'ordre. Le rôle exige que vous restiez distant, presque désincarné, comme ces médecins réputés que l'on dit actifs dans de grandes écoles d'Orient, parmi des bibliothèques lumineuses. Vous n'avez jamais mis les pieds dans ces lieux, mais en évoquer l'existence alimente le respect dont vous vivez. À travers votre fenêtre, une silhouette approche, tenant un pot de céramique d'où émane une chaleur invisible. La première consultation du jour arrive plus tôt que prévu. Vous inspirez, haussez légèrement vos épaules, froncez vos sourcils et adoptez cette posture que vous connaissez par cœur. L'assurance ne guérit pas, mais elle protège. Le récipient est posé devant vous, le couvercle déplacé dans un petit claquement. Vous le soulevez avec précaution, laissant la vapeur à peine tiède toucher votre visage. Vous faites tourner le liquide, en observez la couleur qui accroche les reflets de l'aube. Vos pensées déroulent des catégories préétablies, jaune trop pâle, spleen affecté, teinte plus sombre, foie troublé. Ce répertoire, vous le récitez mécaniquement, car il constitue le cœur de votre métier. À même la table, vos herbes séchées s'éparpillent. Vous en disposez quelques-unes, en prévision d'un remède. Vous savez que leur effet réel sera dérisoire, mais vous connaissez aussi la valeur de la mise en scène. Demain, ce patient reviendra probablement, persuadé que vous détenez une sagesse occulte. Chacune de vos phrases, chaque silence prolongé entretient cette conviction utile. Dehors, la voix inquiète interroge. Vous tardez à répondre, nourrissant l'impatience de celui qui attend votre verdict. L'instant reste fragile. Vous sentez cette crainte toujours là de voir votre masque céder, de n'être plus qu'un homme banal. Pourtant, jamais encore on n'a frappé à votre porte pour dénoncer votre imposture. Le rôle tient parce que la robe tient. Et ce matin, elle tient encore. Devant vous demeure le gobelet, chargé de promesses et d'attentes. C'est de lui que dépendra votre premier diagnostic du jour. Chapitre 2. L'art sacré de l'uroscopie. L'art sacré de l'uroscopie se déploie devant vous comme un rituel réglé. Le récipient est déposé avec précaution, presque comme un objet liturgique. Sa paroi encore tiède conserve une trace intime du patient, invisible, mais chargée de sens. La lumière hésitante de l'aube filtre à travers le liquide pâle, projetant de fines vibrations lumineuses sur la table marquée de brûlures anciennes et d'auréoles laissées par les mélanges effacés des jours passés. Vous inclinez légèrement la tête, comme si cette simple bascule pouvait conférer plus de profondeur à votre analyse. Un mouvement doux de la main fait tourner le pot dans la pénombre. Des particules flottent, semblables à de minuscules poussières dorées en suspension, et vous observez leur lente danse. Dans certains traités médiévaux circulant parmi les lettrés, on trouve des classifications foisonnantes des couleurs d'urine. Certaines tables en comptaient quantité, chaque nuance étant censée guider le médecin vers un diagnostic. Vous n'en distinguez que quelques-unes. Mais l'imagination comble les vides quand il s'agit de convaincre. De l'autre côté de la porte, le patient attend toujours, et son silence fébrile alourdit l'air de la pièce mieux que n'importe quel encens. L'examen s'accompagne de gestes codifiés, hérités de générations de praticiens. Vous approchez le pot de votre visage, respirez légèrement l'odeur qui s'en dégage. Certains maîtres décrivaient aussi la saveur du liquide, comme un indice révélateur. Poussé par l'habitude, vous effleurez à peine vos lèvres du bord du récipient. Un contact bref qui suffit à reproduire la gestuelle attendue. Une sensation métallique traverse fugitivement votre esprit, aussitôt effacée par le geste discret de rincer votre bouche dans une bassine posée à vos pieds. Le rituel suffit, inutile d'insister davantage. Personne n'est là pour vérifier, hormis le malade, qui n'aperçoit rien de ce cérémonial secret. L'acte reste sacré parce qu'il est transmis, non parce qu'il est compris. Vos yeux reviennent à la couleur. Ce matin, un ambre brouillé.
qui, dans votre grille imaginaire, signale un excès de bile noire. Vous jetez un regard vers le livre usé ouvert sur la table, une page constellée de signes astrologiques et de schémas étranges. Les astres, dit-on, ordonnent le corps autant que les humeurs. Vous laissez courir vos doigts sur la figure de Mars mal alignée, comme pour sceller votre intuition d'un sceau céleste. Le décor prend des airs savants, même si ce savoir reste plus théâtre que certitude. Les mains posées autour du récipient, les yeux brièvement clos, vous maintenez le silence. Le patient tout saute doucement derrière la cloison, gage de son impatience. Puis d'une voix grave, vous prononcez. Il existe un désordre manifeste des humeurs. Les mots latins suivent, alignés comme des pierres bien posées. Cacochimie, crase altérée. Ils roulent dans l'air comme de véritables preuves, même si leur signification n'a jamais été claire pour vous. L'autorité réside moins dans la logique que dans le ton employé. Vous annoncez ensuite une influence rétive de la Lune, accompagnée d'un trouble hépatique vraisemblable. Ces assertions ne subiront aucune vérification. Elles sont destinées à frapper l'imagination plus qu'à décrire un corps réel. L'urine devient pour vous une toile ouverte, où les diagnoses peuvent se peindre comme des visions. Pourquoi préférer la confrontation aux plaies purulentes ou la puanteur des fièvres, lorsque ce liquide silencieux se prête docilement à l'interprétation? Aujourd'hui, une inspiration particulière vous pousse à relier ces urines troubles à des pensées obscures. Vous annoncez ce verdict avec l'assurance d'un juge. La voix derrière la porte se fend de quelques syllabes hésitantes, presque étouffées par l'angoisse. Qu'il proteste ou qu'il accepte, peu importe. L'important est qu'il croit. L'accusation morale s'avère d'ailleurs pratique. Faire du malade le gardien de son propre déséquilibre réduit ses futures critiques. Après tout, si l'esprit pêche, le corps suit logiquement. Un rapide regard à votre livre confirme l'association entre bile noire et âme assombrie. Vous passez le doigt sur le passage, marquant une validation discrète à vos propres yeux. Ces notes resteront invisibles au reste du monde, mais elles assurent une cohérence apparente si jamais un confrère venait à contester. Une critique trop appuyée mettrait en péril toute la profession. Aussi l'omerta domine. Chacun protège l'autre dans ce théâtre fragile fait d'érudition incertaine. Sur la table, vous versez une simple goutte de vinaigre dans le liquide. Le mouvement imperceptible qui suit est aussitôt transcrit mentalement comme un signe d'aigreur d'humeur. Peu importe la nature réelle de cette réaction, vous l'inscrivez dans le récit que vous livrerez ensuite. Tous ces gestes, ces observations consignées dans votre registre privé, tissent la mémoire artificielle de vos performances. Le futur patient y lira la preuve d'une logique suivie, alors que vous n'y voyez qu'une suite de répétitions mécaniques. Pourquoi tant de zèle pour une pratique si limitée? La réponse est limpide. L'urine ne contamine pas vos mains. Elle vous expose moins au danger qu'un contact direct avec un corps brûlant de fièvre. Et surtout, ce rituel s'achève vite. 10 à 15 minutes suffisent pour saturer la surface des possibles diagnostics, et votre tarif reste fixé, clair et répétitif. Entre-temps gagné, risque évité et mise en scène réussie, l'uroscopie s'impose comme outil commode. Lorsque la consultation touche à sa fin, vous laissez la porte s'entr'ouvrir. Une main tremblante récupère le récipient, sans oser sortir davantage. En échange, vous glissez un parchemin jauni, couvert de phrases en latin approximatif, où se mélangent interdits alimentaires et conseils de purge. Les recommandations sont volontairement vagues, assez sévères pour se donner de l'importance, mais jamais précises au point d'être contrôlées. Le patient s'incline, repartant avec une ordonnance qui n'a de poids que par votre voix. Ses pas s'éteignent bientôt dans la rue pavée. Vous passez un chiffon humide sur votre table tachée, préparant l'espace pour le prochain rendez-vous. Ce qui a eu lieu ici s'efface vite. Chaque pot d'urine s'évapore. Chaque verdict disparaît sans mémoire, ne laissant subsister que votre rôle de guide. Et c'est dans cette absence de vérification que se trouve votre sécurité. Le fluide ne se plaint jamais, il se dissout. Vos mots, eux, demeurent gravés dans l'esprit inquiet du patient. Pourtant, vous savez qu'un diagnostic réclame plus qu'une observation. Dans l'ordre des soins,
Un verdict appelle toujours une action tangible. Un excès de bile noire, un désordre d'humeur. Tout cela suppose un moyen de rétablir l'équilibre. Alors vos gestes se tournent vers l'étagère voisine, où vos outils attendent. Le liquide a parlé, mais le remède ne se verse pas dans un pot. Il se cherche ailleurs, dans un métal que vous connaissez bien, froid et usé. Chapitre 3. La saignée. Remède universel. Votre couteau repose désormais dans votre main, lourd de gestes répétés depuis des années. La lame émoussée conserve la mémoire de dizaines de bras incisés, de chevilles ouvertes, de fronts soulagés, du moins en apparence. Vous l'avez acquis auprès d'un forgeron de campagne, et depuis, il ne vous quitte plus. La saignée. Voilà l'outil simple, universel, et presque incontournable de votre métier. C'est le geste qui répond à tout. Mal de tête, fièvre, mélancolie ou douleur abdominale, l'issue est toujours la même, extraire du sang pour rétablir l'équilibre des humeurs. On la pratique non pas parce qu'on en mesure l'efficacité, mais parce que les traités anciens l'ont inscrite comme une évidence, Galien en tête, dont l'autorité reste indiscutable à vos yeux, comme à ceux de vos confrères. Le paysan assis devant vous retrousse la manche, résigné. Il se plaint de douleur au ventre depuis plusieurs jours, et son souffle se fait court. Sa peau est rugueuse, tendue par une vie passée au champ, et les veines bleutées s'y dessinent comme des rivières fragiles. Votre doigt suit un trajet imaginaire avant de choisir l'endroit où la veine vous semble la plus accessible. Vous pourriez prétendre viser une zone précise nommée dans les livres, mais votre véritable critère est la simple disponibilité, la facilité d'accès. Dans la petite pièce, l'air sent le linge humide et la graisse brûlée des lampes. Le patient serre déjà les dents, sa respiration un peu plus rapide à mesure que vous approchez. La douleur attendue pèse souvent plus dans leur esprit que la blessure réelle. La pointe de la lame vient toucher la peau, un geste sec ouvre la veine, et aussitôt le rouge sombre s'écoule. La bassine d'étain placée en dessous accueille ce flot avec régularité. Dans le silence, vous marquez intérieurement la quantité. Pas trop, pour ne pas l'affaiblir au point de l'effondrer. Pas trop peu non plus, de manière à justifier l'opération. C'est toujours une question d'adaptation à l'âge, à la corpulence et au mal déclaré. Parfois on prélève peu, parfois beaucoup. Assez pour donner l'impression d'avoir rééquilibré les forces intérieures. Vous gardez les yeux fixés sur la couleur du liquide qui remplit lentement le récipient. Trop clair? La faiblesse domine, dites-vous. Trop sombre? Une corruption interne, concluez-vous. Mais la plupart du temps, ce sang paraît banal, indistinct. Et vous le décryptez malgré tout, car le rituel exige toujours une interprétation. Alors, vous incisez légèrement plus loin, rouvrez la veine, laissez l'écoulement reprendre. Le malade gémit mais n'ose protester. Les patients n'interrompent pas le médecin pendant son office, surtout lorsqu'il tient un outil aussi tranchant à proximité. Le discours qui accompagne vos gestes est rodé. Vous expliquez que leur sang stagnant ou excédentaire pèse sur leur organe malade. Retirer cette part encombrante restaure l'équilibre naturel, répétez-vous. C'est une formule apprise par cœur, que vous énoncez avec un ton ferme et patient. Il est inutile d'aller plus loin. Le nom de Galien suffit à clore toute éventuelle hésitation. Pourquoi remettre en cause une pratique portée par des siècles d'autorité et reprise par l'ensemble de vos confrères? Non loin, sur l'étagère, votre boîte abrite des sangsues paresseuses qui ondulent dans l'eau trouble. Vous ne les utilisez pas toujours, mais elles restent une alternative utile. Certains jours, quand le couteau vous lasse ou que le patient paraît effrayé par la lame, ces animaux prennent le relais. Leur bouche circulaire se colle doucement à la peau et aspire lentement le sang. C'est moins contrôlable. Elles s'arrêtent à leur gré. Mais l'illusion est forte. Le malade voit son sang impur aspiré par une créature vorace, et l'effet psychologique agit presque autant que le geste technique. Les gens disent souvent que c'est plus naturel, moins violent que l'acier. Vous préférez le couteau, car il vous rend maître de la quantité, mais l'argument de douceur a sa place. Le flux finit par ralentir sous la pression du linge que vous applique. Pas de pansement élaboré, un chiffon à peu près propre, parfois imbibé de miel,
suffit amplement. Vous évitez désormais le fer rouge du cautère. Trop spectaculaire, trop risqué. Un patient qui perd conscience en pleine consultation mettrait en péril davantage votre réputation que son propre corps. Le paysan s'adosse au dossier, les traits tirés, pâle comme s'il revenait de loin. Vous lui recommandez quelques gorgées de vin mielé pour restaurer ses forces. Dans 2 jours, il sera peut-être remis, et vous serez salué pour votre efficacité. S'il ne l'est pas, cela ne fera que justifier un retour et une nouvelle saignée. Votre cycle continue, stable et répétitif. Vous videz la bassine derrière la maison, d'un geste mécanique. Le sang se mêle aux eaux stagnantes, où se déversent les déchets des ruelles. Demain, un autre viendra, avec une fièvre ou une toux, et vous répéterez les mêmes gestes. Vous ne vous attardez guère sur l'efficacité réelle. Si les plus grands médecins de l'Antiquité l'ont prescrite, il ne saurait y avoir d'erreur. Les patients l'acceptent, les collègues la pratiquent, et l'habitude pèse plus lourd que le doute. Parfois, il vous arrive, dans le silence du soir, de songer à d'autres voies. Vous avez entendu parler des traités venus d'Orient, des expériences des moines érudits qui étudieraient les corps dans le secret des abbayes. Des remèdes végétaux circuleraient, dit-on, mystérieux et efficaces. Mais votre couteau reste la solution simple et fidèle. Il exige peu de théorie, seulement quelques gestes maîtrisés. Une guérison accidentelle suffit à nourrir votre registre et à alimenter la conviction que la pratique est fondée. Vos mains, lavées à grande eau, claires, sans grand soin, reposent un instant sur vos genoux. Vous glissez le couteau dans votre sac et le rabattez soigneusement. Vous savez qu'à l'extérieur, d'autres attendent. Un vieil homme qui tousse, une femme qui berce un enfant fiévreux, un apprenti qui se tient la tempe entre les doigts. Chacun viendra guérir sa peine. Chacun repartira plus faible, mais rassuré. Vous redressez les épaules et préparez la bassine suivante. Le rituel de la saignée terminé, reste à plonger la main dans votre sac, car votre métier ne se limite pas à une lame et un récipient. Entre cuir fatigué et odeur entêtante, d'autres outils, d'autres reliques improbables remplissent ce rôle fragile de la médecine. Chapitre 4. L'arsenal médical douteux. Vous découvrez alors ce que vous appelez votre arsenal médical, un ensemble disparate d'objets censés inspirer confiance, mais qui en vérité oscille entre curiosités de marché forain et reliques improvisées. Dans bien des villes, les apothicaires proposent aux malades des mélanges plus rationnels, souvent mieux préparés et parfois même plus utiles au quotidien. Entre vous et eux, il existe une sorte de rivalité. Vous maniez le discours et l'apparat, eux l'art concret des poudres et des coctions. Pourtant, ce sac que vous ouvrez chaque jour reste la scène principale de vos consultations. À l'intérieur, des racines séchées aux formes inquiétantes rappellent des doigts racornis. Près d'elles, une défense de cerf sculptée vous sert à broyer des substances indéterminées. Plus loin, des dents d'animaux soigneusement nettoyées attendent leur usage symbolique. L'odeur qui se dégage mêle terre humide et herbe fanée, mélange qui suffit déjà à donner l'illusion du sérieux. Vous connaissez chaque senteur, et c'est ce savoir sensoriel qui fonde votre autorité. Votre spécialité la plus récurrente reste néanmoins le cataplasme. Ce matin encore, vous en réalisez un à base de feuilles d'armoise et de graisse animale, épaissie par une poudre brune, dont vous avez depuis longtemps oublié l'origine. La pâte colle aux doigts, sans mauvais, mais vous l'appliquez sans hésiter sur l'épaule douloureuse d'un malade. Pourquoi cela devrait soulager? Parce qu'un vieux manuscrit taché de vin l'indique. La légitimité du remède repose sur l'écrit ancien, bien plus que sur le résultat. Lorsque le patient grimace sous l'odeur, vous confirmez d'un ton grave. Si ça pique et que ça sent fort, c'est que ça agit. Près du mur attend une série de ventouses en corne, polies par les années. Vous allumez une bougie, chauffez l'air intérieur et collez la corne sur la peau rougie. De petites cloques apparaissent, et le bruit sec lorsqu'on retire l'instrument impressionne toujours les spectateurs. Peu importe que les marques laissent le malade endolori plusieurs jours. Les cercles pourpres deviennent la preuve visible que vous êtes intervenu.
La démonstration remplace l'efficacité. Vous utilisez aussi la chaleur et le froid. La règle, transmise de bouche à oreille, semble limpide. Le chaud pour le froid pour le chaud. Ainsi, la fièvre mérite une immersion glacée dans un bassin, les frissons une application de chaleur brûlante. Vous avez vu des malades se rétablir, d'autres s'éteindre immédiatement après l'épreuve. Peu importe, l'inattendu n'invalide pas la règle. Vous incriminez le corps lui-même, trop faible ou trop borné pour accepter la logique de votre traitement. Votre pot en est un pour la toux et déjà presque vide. Vous le remplissez d'un mélange simple, apprécié pour son goût plus que pour son efficacité. Du miel visqueux, un peu d'alcool fort, parfois une pincée de poudre exotique achetée en jurant qu'il s'agit de reliques venues d'Égypte. On croyait alors que ce type de poudre renforçait la vitalité. Les enfants aiment son aspect sucré et s'y tiennent volontiers. Parfois, la toux disparaît. Parfois, elle empire. Mais ce détail importe moins que la confiance suscitée par la recette. Sur votre table brillent quelques fioles en verre. Dans l'une, un minéral rougeâtre nommé cinabre, dont on pensait guérir certaines affections cutanées, alors qu'il contient en vérité un poison subtil. Dans une autre, un liquide vert supposément tiré de bêtes sauvages. Vous assurez qu'il stimule le courage, même si le patient n'en remarque guère les effets. Ces fioles ne servent presque jamais directement aux soins. Leur principal intérêt réside dans leur prestance. Leur simple vue impressionne, suffit à faire taire les doutes. Sous votre banc repose un coffret en bois pour vos remèdes spéciaux. On y trouve une dent de loup percée, censée éloigner les mauvais rêves, un fragment de corail que l'on dit capable de changer de couleur au contact du poison, ou encore une petite statuette de saint destinée aux plus pieux. Ces objets ne produisent aucun effet tangible, mais leur valeur symbolique en fait des produits de luxe. Et lorsqu'un patient ajoute foi à ce talisman et retrouve le sommeil, vous notez soigneusement l'événement comme exemple de réussite à rapporter plus tard. À côté, votre matériel de purge et de lavement occupe une place considérable. Une seringue en métal, des boyaux de porc séché transformés en tubes et un choix d'herbes amères. Vous administrez ces mélanges pour nettoyer l'intérieur du corps. Le résultat est radical, parfois épuisant, toujours spectaculaire. Vous répétez alors aux malades que cette violence est nécessaire pour chasser leurs humeurs empoisonnées. Dans les faits, les gens ressortent plus faibles, mais rarement aptes à vous contredire. Vos instruments chirurgicaux reposent dans un étui sombre. Scie à os, scalpel, fil à suture. Autant de preuves que vous possédez le savoir d'un maître, même si vous préférez éviter de vous en servir. Trop de patients meurent après une amputation, le plus souvent emportés par une infection. Pourtant, montrer ces outils suffit à marquer les esprits. Généralement, vous les rangez sans usage et prescrivez une saignée ou une purge. L'illusion de compétence suffit à protéger votre réputation. Dans vos réserves, enfin, s'alignent des ingrédients qui feraient reculer quiconque connaîtrait leur composition. On y trouve de la poudre réduite à partir de vers séchés, de petits fragments d'animaux, ou même des excréments séchés que l'on dilue dans du vin. On croyait que ces mélanges retenaient un pouvoir invisible, transmis par la nature elle-même. L'efficacité importait peu. Le langage des recettes, leurs noms savants en latin ou en arabe, suffisait à valider leur usage. Pour le paysan, acheter une potion ainsi nommée constituait déjà un gage d'espoir, quand bien même le résultat restait incertain. Parmi tout cela, vous gardez aussi un vin relevé de miel et d'épices, doux et rassurant. Celui-là n'a rien de médical au sens strict, mais il détend, réchauffe, fait sourire. Certains jours, c'est la seule boisson qui soulage réellement. Vous la réservez aux malades qui peuvent payer davantage, sachant très bien que ce repos et cette humeur enjouée font partie des facteurs les plus efficaces de la guérison. Voilà l'essence de votre métier. Un mélange d'herbes, d'objets symboliques, de savoirs tronqués et de gestes appris par imitation. Beaucoup de vos remèdes doivent moins à l'observation qu'à la répétition d'habitudes anciennes. L'essentiel n'est pas tant de guérir vraiment que d'accompagner le malade, de lui offrir une réponse visible et audible à son angoisse. Tant que persiste la croyance, vous conservez votre rôle. Mais il reste des situations où ni herbe, ni ventouse, ni saignée ne suffisent à convaincre.
quand les corps saignent sans cesse, quand les fièvres ne passent pas, les maux prennent parfois un visage plus insaisissable. Certains patients arrivent sans plaie ni toux, mais avec des larmes, des tremblements, des visions. Et face à cela, c'est un autre domaine du savoir, plus incertain encore, que vous devez brandir. Chapitre 5. Diagnostic de l'esprit troublé. La consultation prend une tournure différente lorsqu'il ne s'agit plus de plaies, de fièvre ou de douleurs visibles, mais d'âmes troublées. C'est ce que vous appelez les diagnostics de l'esprit, un territoire où la médecine médiévale s'aventure en s'appuyant sur les mêmes repères que pour le corps, les humeurs, les astres et la faute morale. Ici, l'invisible devient objet d'examen. Une jeune femme est assise devant vous, recroquevillée sur la chaise de bois. Ses sanglots résonnent sans raison apparente. Ses yeux refusent à de croiser les vôtres. Vous hochez lentement la tête, posant ce verdict appris par cœur. Trop de bile noire a envahi son esprit, provoquant cette mélancolie. Pour vous, comme pour vos confrères, l'esprit n'est qu'une partie du corps, soumis au même déséquilibre des humeurs que les organes. Le schéma est simple et rassurant. Un excès de liquide sombre, et la pensée devient trouble. Ses épaules se secouent sous ses pleurs, mais vous gardez la gravité attendue. La société de votre temps est convaincue que les femmes, plus froides et plus fragiles par nature, sont particulièrement sensibles à ces obstructions invisibles. Vous transformez donc son désespoir en explications qui semblent scientifiques, mais reflètent surtout les croyances sociales de l'époque. Dans un coin, un homme d'une quarantaine d'années se balance d'avant en arrière, marmonnant des mots décousus. Vous sortez vos notes astrologiques et tracez du doigt l'alignement défavorable de Mars et de Saturne. Voilà une interprétation idéale. Les planètes perturbent son équilibre intérieur, se répercutant sur ses humeurs. Vous lui expliquez que les forces célestes secouent de son esprit. Il s'immobilise aussitôt, suspendu à la solidité de votre voix. Ce n'est pas tant votre raisonnement qui le calme que l'assurance de votre rôle. Blâmer l'univers fonctionne toujours mieux que d'admettre l'incertitude. Certaines affections résistent à cette explication. Alors, vous mobilisez un autre registre, celui des esprits et du démon. L'adolescente qui entend des voix depuis des semaines, envahie par une présence maligne. Le vieillard qui prétend converser avec ses morts, forcément possédé. Vous maniez ces verdicts, comme d'autres, inscrirait une prescription banale. Votre méthode se limite à quelques questions. Résistez-vous à la tentation? Avez-vous négligé vos prières? Les réponses importent peu. Il suffit d'y déceler une hésitation ou un regard fuyant pour confirmer le soupçon. Le diagnostic devient alors une accusation subtile qui place la responsabilité sur l'âme du patient. Vos traitements changent selon la nature de l'affliction. Pour apaiser la mélancolie, vous servez de fortes infusions de pavot ou de laitue sauvage, plante connue pour endormir la douleur et parfois même la lucidité. Ces remèdes plongent le malade dans un calme artificiel de quelques heures. Pour les agitations violentes, votre réponse reste la contrainte du corps. Long bain froid, claustration silencieuse. Ces méthodes, peu efficaces, trouvent un semblant de légitimité parce qu'elles sont pratiquées aussi dans quelques institutions religieuses, monastères ou hospices rudimentaires, où l'on se contente souvent de contenir plutôt que de soigner. Les jours où vous sentez vos gestes insuffisants, vous passez à un registre spirituel, vous tracez une croix sur le front d'un possédé, récitez des psaumes soufflés à l'oreille, ou trempez vos doigts dans une fiole d'eau bénite subtilisée à l'église voisine. Quand rien ne change, c'est la résistance de l'âme que vous incriminez. Quand l'état s'améliore, vous notez soigneusement le succès dans votre registre. Le système est construit pour ne jamais vous faire perdre la face. Chaque consultation d'ordre mental s'accompagne d'un blâme moral. Une veuve qui sombre dans la tristesse? Elle aurait dû prier davantage. Un marchand rongé d'angoisse? Son avidité est la véritable cause. Le diagnostic devient une leçon. La maladie de l'esprit est toujours liée à la faute, et la guérison dépend de la discipline intérieure du patient. Vous détournez ainsi l'attention de l'inefficacité des remèdes, faisant peser sur les malades la charge de leur état. Les jeunes femmes sujettes aux crises nerveuses défilent régulièrement,
Vous les allongez sur une couche dure, leur faites respirer des sels irritants, puis en venez toujours au même conseil. Repos, silence, mariage prompt. Pour vous comme pour vos confrères, l'idée reçue veut qu'un utérus vagabond perturbe leur fonction vitale, qu'il se fixe en donnant naissance. C'est la traduction médicale archaïque d'un malaise plus subtil. Une femme inquiète, jugée trop indépendante ou trop inquiète, devient malade par définition. Vous prescrivez des enfants comme on prescrirait une potion. Et si le mal persiste, l'échec est de son côté, non du vôtre. Certaines rumeurs décrivent des confrères plus brutaux, des pierres chauffées posées sur le corps prétendument hanté, des suspensions au-dessus de foyers ardents, des flagellations pour chasser le mal de l'esprit. Vous-même évitez ces excès trop voyants. Un malade mort scandalise plus qu'il ne soigne. Ces excès existaient pourtant, souvent confinés dans des lieux isolés, où l'on parlait plus d'exorcisme que de médecine. L'exemple le plus radical reste la trépanation. Percer le crâne pour laisser s'échapper l'esprit malade. Certains disent avoir vu des améliorations rapides. D'autres se souviennent surtout des morts soudaines. Vous notez ces récits en silence, sans jamais oser les reproduire. Votre registre garde trace de cas étranges qui bousculent vos certitudes. Un homme persuadé d'être fait de verre, une nonne convaincue d'avoir avalé le diable, un enfant parlant une langue inconnue. Pour chacun, vous gagnez du temps, en reliant le phénomène à une humeur ou à une planète, parfois à une faute morale. Dans votre monde, aucun mystère n'existe sans explication. Même si ces théories reflètent davantage un prisme social et religieux que la réalité médicale, elles suffisent à combler les vides. Votre attitude change pourtant selon la personne. Aux hommes, vous parlez d'alignement planétaire, d'excès de bile, de purge nécessaire. Aux femmes, d'utérus agité, de pudeur négligée, d'obligations domestiques. Vos prescriptions ne reflètent pas seulement la médecine des humeurs. Elles reprennent aussi les attentes sociales, distribuées comme des ordonnances. Cette logique traverse votre pratique, sans que personne n'y trouve à redire. Et la hiérarchie sociale elle-même se lit dans vos diagnostics. Vous gardez trace des différences. Aux nobles, vous développez des discours savants, citant Saturne et les esprits élevés des grandes lignées. Aux paysans, vous conseillez simplement de boire moins de vin ou de travailler davantage. Les remèdes suivent le même schéma. Potions coûteuses et amulettes rares pour les riches, simples saignées et tisanes amères pour les pauvres. La médecine de l'esprit n'échappe pas au jeu des rangs et des bourses. Un murmure attire votre attention. Devant vous, un nouveau patient s'avance, les traits tirés, les yeux fuyants. C'est le 6e de la matinée. Le diagnostic suivra le même rituel. Observer, choisir une théorie préexistante, improviser une explication savante, prescrire un traitement routinier. 10 minutes suffiront pour donner un verdict. Le soleil commence déjà à monter, éclairant la poussière qui danse dans votre cabinet. Vous sentez que chaque cas n'est qu'une variation d'un même refrain. Car en réalité, derrière chaque interprétation de l'esprit, se cache une autre différence, celle entre ceux qui peuvent payer et ceux qui ne le peuvent pas. Chaque mot que vous prononcez, chaque potion que vous versez, s'adapte non seulement à l'humeur supposée, mais aussi à la bourse de celui qui écoute. Et bientôt, c'est cette inégalité silencieuse qui s'exprimera le plus clairement dans votre journée. Chapitre 6. Médecine à 2 vitesses. La porte de votre cabinet s'ouvre sur 2 silhouettes qui n'auraient pas pu être plus différentes. Voilà toute l'image de cette médecine à 2 vitesses. Un noble en manteau de velours, soigneusement parfumé, et un paysan, les doigts noueux, encore marqués par le travail de la terre. Vous savez avant même qu'ils franchissent le seuil que leur accueil ne ressemblera en rien. Avec l'homme de haut rang, votre posture change. Votre voix se fait profonde, vos gestes plus lents, presque cérémonieux. Un flacon d'urine en verre vous est tendu comme un objet précieux. Vous multipliez alors les signes d'érudition. Vous palpez son pouls, observez la langue, citez des auteurs latins ou arabes dont vous n'avez lu que des extraits. Vous parlez d'influences planétaires, de métaux rares, de pierres broyées qui porteraient des vertus mystérieuses. L'examen peut durer 1 heure entière si vous le souhaitez.
chaque minute ajoutant du prestige, donc au prix final. Pour ces patients, la médecine est avant tout affaire de démonstration savante et de prestige social. Le traitement lui-même agit parfois moins que le rituel, mais le rituel suffit. L'autre, le paysan, reçoit une attention toute différente. Vous plongez à peine les yeux dans son gobelet en terre cuite, secouez légèrement le contenu, lancez une remarque générale. Trop de bile froide, sans doute. 2 questions, quelques mots rapides, et déjà la consultation se termine. Vous prescrivez une saignée et une tisane d'ortie, ou de mauve, simple plante du voisinage. Pas d'astre, pas de longues citations savantes. Son diagnostic est réglé en moins de 10 minutes. La médecine populaire est brève et grossière, mais elle est abordable. On ressort en remerciant, parfois en payant par un œuf, un morceau de pain ou un peu de fromage. Cette différence est ancrée dans l'organisation même du savoir médical. Les médecins formés dans les universités, parlant latin, étaient beaux surtout au service des élites urbaines et seigneuries locales. La majorité des paysans se tournaient vers d'autres figures. L'apothicaire, qui préparait remèdes et décoctions. Le barbier chirurgien, qui maniait la lame avec davantage de franchise, ou simplement les herbes transmises dans la communauté. Le système est ainsi fait. 2 voies parallèles, rarement appelées à se rejoindre, l'une savante et ritualisée, l'autre pratique et locale. Vous, médecin de fortune, vous placez quelque part entre les deux, jouant tantôt de votre robe longue, tantôt de quelques herbes rudimentaires. Vos étagères reflètent ce double visage. Pour les nobles, fioles en verre soufflé, poudre rehaussée de paillettes dorées ou de perles broyées dans du vinaigre. Non que vous croyiez vraiment à l'effet thérapeutique de ces raffinements, leur vraie force est sociale et psychologique. Offrir un élixir royal rassure et conforte le rang du patient. Pour les paysans, potions dans des récipients en terre cuite, cataplasme simple, plantes communes comme l'ortie ou la mauve, leur efficacité repose surtout sur la tradition et la disponibilité. Et si l'effet reste limité, cela importe peu. Les uns n'attendent que soulagement visible, les autres prestige et distinction. Même vos gestes corporels s'accordent à ces différences. Avec un noble, vous ne touchez presque pas. Vous utilisez parfois un miroir d'argent pour examiner son urine. Vous gardez vos mains à distance respectable. Avec un paysan, vous inspectez directement les plaies, les ulcérations, vous palpez sans détour. La hiérarchie sociale dicte ici la distance du corps, autant que la théorie médicale. Toucher un aristocrate pourrait être perçu comme un affront. Toucher un cerf ne choque personne. Les diagnostics varient selon cette même logique. La toux d'un chevalier devient irritation pulmonaire causée par l'influence de Mercure rétrograde. La même toux chez un tisserand se transforme simplement en refroidissement banal. Les mots eux-mêmes pèsent dans la balance. Vocabulaire savant pour celui qui paye, conclusion expéditive pour celui qui ne peut pas. Vous n'inventez pas cette règle. Elle est inscrite dans le fonctionnement social. Vos notes de compte en témoignent clairement. Longues lignes détaillées pour les élites, avec références savantes, soigneusement retranscrites. Pour les villageois, mention rapide, parfois réglée par troc. Les traitements de luxe soulignent ce contraste. Un aristocrate mélancolique peut recevoir l'ordre de se baigner dans le lait d'ânesse, de voyager au soleil du midi, ou d'absorber des poudres de corail réputées rares. Ces pratiques ne sont pas tant médicales que symboliques. Elles affichent le rang, elles élèvent le malade à un statut particulier. À l'inverse, un paysan présentant les mêmes symptômes se voit conseiller de réduire sa consommation d'alcool ou de travailler davantage. Là encore, la différence tient moins à la science qu'à la place de chacun dans la hiérarchie. Vous savez que ce système vous enferme. Vous êtes contraint de maintenir ce jeu théâtral, même quand vous sentez en vous le doute. Un noble mécontent peut vous ruiner. Un paysan disparu ne laissera que peu de traces. Alors, vous recouvrez vos paroles d'une patine savante. Vous répétez des formules apprises. Vous ajustez vos cures aux moyens financiers. La médecine n'est pas seulement art des humeurs. Elle est aussi miroir d'un ordre social qu'elle entretient et justifie. Parfois, une urgence vient bousculer cette logique. Une fracture ouverte, une hémorragie brutale, ces blessures pressent l'action et réduisent quelque peu l'écart. Vous procédez dans les 2 cas.
sciés, bandés, comprimés. Pourtant, même ici, les différences demeurent. Le noble reçoit vos outils les plus propres, et une dose de narcotique coûteuse, si vous en disposez encore. Le paysan devra supporter la douleur avec une simple lampée de vin. La mise à égalité n'existe jamais tout à fait, même dans la souffrance. Il vous arrive, les soirs de fatigue, de rêver d'une autre pratique. Peut-être une médecine ou vos connaissances, pourtant limitées, profiteraient de la même façon à tous. Mais cela reste un fantasme. Au quotidien, votre rôle tient autant du théâtre que de l'art de guérir. Vous survivez dans ce système de contraste, en jonglant entre deux mondes, qui, sans être étanches, ne se confondent jamais. Et pourtant, une menace vient briser ces frontières rigides, car il existe des moments où les différences entre nobles et gueux s'effacent brutalement, sous le poids d'un mal qui ne choisit pas sa victime. Un vent chargé de rumeurs approche, portant avec lui le souvenir d'une maladie qui bouleverse l'ordre établi et laisse dans son sillage une peur brute. 8. Face à la peste noire. La maladie n'arrive pas comme les autres. Elle s'impose d'emblée avec une aura unique. C'est la peste noire. À peine les premières nouvelles se diffusent, que la peur vous prend au ventre. Des marchands rapportent qu'on voit des villages entiers se vider, des cités où les gens tombent en quelques jours, marqués par d'étranges enflures. Même vos mains, pourtant si habituées aux gestes répétés de la saignée et de l'uroscopie, tremblent ce matin-là en préparant votre sac. Vous pressentez que cette fois, vos outils les plus familiers, lancette, cataplasme, prière, ne suffiront pas. Votre tout premier instinct est de chercher à vous protéger. Du fond de l'armoire, vous tirez ce manteau épais de cuir, habituellement réservé aux dissections, que vous combinez à des gants et un chapeau large. Et surtout, vous placez sur votre visage ce masque d'un genre nouveau, en forme de long bec, acheté d'un confrère italien. L'idée est simple, inspirée des théories des miasmes. L'air, corrompu par des vapeurs nocives, transmet la maladie. Il suffirait donc de le filtrer par des herbes et des épices enfermées dans ce bec. Vous ignorez si cela protège vraiment, mais vous sentez, en serrant les attaches, que l'allure impose le sérieux. Dans ce climat de panique, l'apparence rassure presque autant qu'un remède. Dans les rues, le désordre s'amplifie, des processions se forment, des pleurs s'élèvent, des maisons se ferment à double tour. Vous distribuez des sachets d'herbes parfumées à porter sur soi, prescrivez l'encens ou les fumigations à brûler dans les pièces. Des gestes encore et encore, dont vous savez au fond qu'ils n'arrêtent rien, mais dont le vain rituel apaise. L'illusion d'agir est déjà mieux que la paralysie. Dans votre rôle, vous avez toujours compris que l'on soigne d'abord l'angoisse, parfois plus que le mal. Les premiers malades se présentent. Leur fièvre monte avec une rapidité terrifiante, et sur leur corps apparaissent ces bubons violacés, au creux des aisselles ou aux plis de laine. Vous agissez selon vos habitudes. Saignez pour rééquilibrer, cautérisation parfois pour assécher le bubon, prière chuchotée, mais l'impression d'échec est immédiate. Les visages s'éteignent malgré vos efforts, souvent en moins de 3 jours. Vous notez dans votre registre la formule convenue, succomber sous l'influence des astres et des miasmes, mais chaque ligne creuse un peu plus votre doute silencieux. L'explication officielle reste celle du mauvais air. On dit qu'il circule à travers marais et cadavres, corrompant quiconque le respire. Certains accusent aussi les minorités du royaume, d'autres pointent l'alignement des planètes. Vous n'êtes pas convaincu, mais ce langage fournit des mots, et les mots, dans un univers d'incompréhension, deviennent précieux. Derrière cette façade, votre corps ressent ce que vous tentez de nier. Une peur brute, constante, qui vous accompagne comme une ombre. Vivre à proximité quotidienne de la peste change vos gestes les plus ordinaires. Vous marchez sans effleurer les murs. Vous parlez depuis une distance prudente, parfois même derrière un épais drap suspendu. Vous examinez l'urine depuis une fenêtre, plutôt que d'admettre un contact frontal. Ces attitudes, absurdes en apparence, deviennent votre rituel sécurisant.
Vous lavez vos mains, plus que de coutume, mais non par logique d'hygiène, par superstition, pour tenter d'effacer l'inquiétude déposée sur votre peau. Les cycles de la lune, les tracés des vents, tout devient présage. Une pleine lune. Vous proclamez que les miasmes s'en trouvent renforcés. Un quartier épargné, sans doute parce qu'un vent du nord y a circulé. Vos propos, parfois creux même à vos oreilles, s'écoulent néanmoins vers vos malades avec la force d'explications savantes. Chacun, accablé par la terreur, ne cherche plus la vérité mais un récit où se blottir. Vos prescriptions deviennent étranges, fruits de la panique, vins mêlés à des poudres animales, décoctions suggérées par des confrères désespérés, objets portés comme talismans. Vous ne croyez plus vraiment en leur puissance, mais vous les transmettez malgré tout. Mieux vaut un objet inutile dans une main tremblante qu'aucune consolation. Et lorsque l'on commence à recommander la fuite vers la campagne, vous suivez vous-même ce conseil. Comme les puissants que vous conseillez, vous cherchez l'air pur présenté comme remède ultime. Bientôt, les consultations se réduisent à un simple constat. À la vue des bubons, vous prononcez sans détour « c'est la peste ». Vous recommandez de rentrer prier, parfois de se préparer à la faim. L'urgence dépossède votre métier de tout discours fleuri. Il ne reste que la peur nue, et derrière elle, le silence forcé. Vous constatez que certains riches survivent davantage, non grâce à vos soins, mais parce qu'ils se déplacent loin, vers leurs domaines isolés. Eux confinent, quand les paysans sont contraints de rester. Votre rôle se déforme encore. Vous devenez plus un compagnon de fuite qu'un véritable guérisseur. Dans la ville que vous quittez, les cloches des églises se succèdent sans relâche. Des prières se récitent jour et nuit. Mais vos propres notes ne sont plus que dénombrement. Une maison vidée, un village aux habitants réduits de moitié, des familles entières disparues. Vous découvrez une forme d'insensibilité nouvelle, comme si la répétition même du désastre émoussait vos sens. Seule une lassitude reste, pesant sur vos mains et vos paupières. Il vous arrive de prêter l'oreille aux théories les plus farfelues. Peut-être que ces astrologues ont raison, que telle conjonction céleste condamne le monde. Peut-être que les rumeurs sur les fontaines empoisonnées recèlent une vérité cachée. Vous laissez entrer ces doutes, même contre votre raison. Au milieu du vacarme, vous accrochez vos propres incertitudes à celles des autres. Tenir le récit vous donne tant bien que mal l'illusion de contrôle. Votre masque à bec devient votre uniforme quotidien, étouffant, chargé de chaleur, mais il vous enveloppe comme une carapace. Il incarne quelque chose de plus fort que vous, le rôle du médecin qui avance quand tout s'effondre. Sous le cuir, pourtant, vous suez, vous peinez à respirer, vous craignez autant que les autres. Seulement vous cachez ce tremblement derrière le bec d'oiseau et la démarche lente de celui qui incarne la science. Progressivement, vous réduisez les saignées, non par choix théorique, mais par lassitude. Leur inefficacité crève les yeux. Vous détournez l'explication. Les humeurs sont trop faibles. En vérité, c'est votre foi même en la pratique qui se fane. Il ne reste plus qu'attendre. Vous continuez à écrire dans vos registres, mais chaque mention devient un écho creux. Vous attribuez, comme toujours, les rares guérisons à vos soins, même si vous savez que ce sont des survivants isolés, chanceux avant tout. Lorsque les vagues décroissent, vous reprenez le rythme lent du quotidien. Les survivants viennent de nouveau vous consulter pour des fièvres banales, des douleurs aux articulations. Vous ressortez les mêmes recettes qu'avant. Saignée, cataplasme, urine examinée à la lueur du matin. L'expérience terrible n'efface pas vos habitudes. La peste vous a pourtant laissé un sillage intérieur. Vous savez désormais qu'aucun artifice ne garantit la victoire. Mais votre rôle exige d'oublier, pour rassurer ceux qui frappent encore à votre porte. Ironie du sort, cette épidémie, qui pouvait vous anéantir, fortifie votre réputation. Beaucoup de confrères ont péri. Ceux qui survivent se trouvent plus sollicités que jamais. Il devient courant de demander davantage pour vos visites. Certains patients acceptent même volontiers, car votre simple présence vaut désormais protection. Vous n'êtes pas plus savant qu'avant, seulement plus rare. La rareté est devenue votre plus grande valeur. Votre masque,
Vous le rangez dans un coffre. Vous le garderez pourtant à portée de main, car vous savez déjà qu'au fil des ans, d'autres rumeurs d'épidémie reviendront. Entre-temps, vos anciennes pratiques comblent le vide, repris comme si rien ne s'était passé. Mais cette part d'ombre vous accompagne désormais. Le souvenir de la panique, des mains que vous n'avez pas su sauver, des villages que vous avez quittés, et dans la pièce silencieuse où vous recevez vos patients, vos outils attendent de servir de nouveau. Car il y a d'autres gestes, plus concrets, que vous n'avez jamais cessé de pratiquer. Des gestes qui n'épargnent ni les cris, ni la douleur, et qui constituent une autre facette brutale de votre métier. Chapitre 8. Chirurgie sans anesthésie. La chirurgie sans anesthésie moderne reste l'un des moments les plus rudes de votre métier. Ici, pas de sommeil artificiel ni d'instruments stériles, seulement du vin fort pour engourdir un peu l'esprit et des gestes rapides censés limiter la douleur et le choc. Plus l'opération se fait vite, plus la chance de survie semble augmenter. C'est un équilibre précaire entre brutalité et précision, où chaque seconde compte. Sur la table repose votre scie à os, son acier légèrement piqué de rouille. Vous la prenez en main, sachant déjà ce qui vous attend. Un paysan d'une quarantaine d'années, blessé à la jambe lors d'une rixe, a laissé sa plaie s'infecter. La gangrène a gagné le membre, et seule une amputation peut lui donner l'espoir de continuer à vivre. Il est maintenu fermement par 3 voisins, crispés, fuyant votre regard. Avant de commencer, vous lui faites boire une coupe de vin fort, le seul apaisement dont vous disposez. À vos côtés, votre assistant, un barbier habitué plus au ciseau qu'à la chair, tient le fer chauffé dans les braises. Un simple chiffon posé sur la poitrine du patient servira à recueillir ce qui s'échappera. Vous savez qu'il n'y a pas de place pour l'hésitation. Vos doigts glissent fermement autour du manche. Votre respiration ralentit. La première incision tranche net la peau gonflée. Les cris éclatent aussitôt et résonnent contre les murs de pierre. Mais vous poursuivez sans détour, séparant couches de chair et de tendons, jusqu'à sentir l'os qu'il faut scier. La scie se met à chanter, grinçant avec régularité contre la dureté du fémur. Le son se mêle au souffle saccadé du patient, au murmure des voisins qui luttent pour le maintenir immobile. À l'instant où l'os cède, la pièce entière semble retenir son souffle. Vient ensuite le moment du fer rouge. L'assistant sort du foyer la tige incandescente. Son extrémité luit comme un charbon vif. Vous l'approchez du moignon encore sanglant. Un sifflement sec accompagne le contact, suivi d'une fumée qui emplit la pièce d'une odeur de chair brûlée. Le patient, qui s'était un instant évanoui, pousse un dernier cri avant de sombrer. La cautérisation dure quelques minutes, longues et pesantes, jusqu'à ce que le sang se tarisse enfin. Le résultat est grossier, noirci, mais il tient. Dans ce monde, mieux vaut une jambe perdue qu'une vie entière. Quand tout s'achève, vous observez la respiration lourde mais régulière de l'opéré. Vous savez qu'il n'est pas sauvé pour autant. Beaucoup succombent, non pas sur le coup, mais dans les jours suivants, emportés par l'infection. La survie dépend des forces de chacun, de la chance et peut-être de la faveur divine. Vous l'aidez à avaler un peu de votre élixir de vie, mélange d'opium et de vin, destiné à l'assoupir davantage que véritablement soulager. Puis vous donnez des consignes brèves aux proches qui l'emporteront. Ces scènes reviennent plusieurs fois dans le mois. Chaque fois, la même tension, la même urgence, la même idée fixe. Travaillez vite. La chirurgie sans anesthésie fait du temps un facteur essentiel. Plus vous réduisez la durée, plus la douleur et le choc sont limités. Les maîtres chirurgiens se vantent souvent de leurs records, chacun contribuant à renforcer cette obsession pour la vitesse. Certains parlent de 18 secondes pour trancher une jambe. Vous vous méfiez de ces récits, mais vous comprenez leur raison d'être. Survivre tient parfois à une poignée de battements de cœur. Votre arsenal reste sommaire, mais chaque instrument possède une utilité. Outre la scie, vous transportez un jeu de pinces pour extraire les pointes de flèche, un crochet étroit pour sonder les plaies profondes,
et de grosses aiguilles en métal pour suturer. Vos outils rouillent vite, malgré vos tentatives de les passer au feu. Vous ignorez la notion d'asepsie, mais vous avez remarqué que la flamme ou le miel appliqué en pansement semble parfois réduire les cas d'infection. Vous continuez donc ces gestes sans les comprendre, plus par habitude que par science. Certaines opérations se montrent encore plus délicates. La trépanation, percer un crâne vivant pour libérer des pressions ou des esprits supposés, exige un calme de pierre. Les forêts manuelles crissent lentement, tandis que le patient, parfois attaché, supporte la douleur consciente. Un petit nombre en ressort soulagé, leurs maux de tête apaisés. D'autres ne se réveillent jamais. Vous racontez cependant les cas heureux, ceux qui font croire au miracle et assurent votre renommée. Les interventions abdominales restent vos pires angoisses. Quand un ventre est percé, vous savez que l'issue favorable est rare. Vous tentez parfois de refermer avec du fil grossier, mais la plupart meurent en quelques jours. Le corps submergé par ce que vous appelez une corruption interne. Dans ces cas, la seule pitié que vous offrez est la dose maximale d'opium, procurant quelques heures de calme avant la fin. La fracture d'un bras ou d'une jambe vous paraît presque simple en comparaison. On étire, on replace, on fixe avec une attelle de bois. La douleur est vive, mais brève. Le membre repose ensuite immobile, avec l'espoir qu'il reprendra une forme tolérable. Les familles repartent plus confiantes. Elles ont vu un geste clair. Elles ont entendu un craquement suivi d'un soulagement. C'est ce qu'elles viennent chercher. L'action, pas la réflexion. Les outils de votre métier portent encore l'empreinte des autres. Le boucher, le menuisier, le forgeron. Vos scalpels viennent des mêmes mains qui forgent des couteaux de cuisine. Vos scies diffèrent peu de celles qui coupent le bois. Seuls quelques objets, comme les trépans, sont forgés spécifiquement pour la chirurgie. La parenté est visible et personne ne s'en offusque. La chair et l'os sont des matières que l'on coupe, comme le bois ou la viande. Malgré la brutalité, certaines techniques montrent une étonnante habileté. Pour l'œil, les anciens ont mis au point une méthode qui consiste à repousser le cristallin opaque hors du champ visuel. Parfois, un peu de vision revient à l'opérer, assez pour distinguer des formes. Quand cela échoue, vous proposez le cache-œil, présenté comme un signe de dignité plutôt qu'un déficit. Dans le même esprit, vous commandez à des artisans des prothèses de bois ou de métal, une main articulée, une jambe ajustée. Elles ne restaurent pas les fonctions, mais conservent l'apparence, et cela vaut son prix. La douleur demeure votre compagne constante. Vous tentez d'y répondre par des méthodes rudimentaires, demandez aux patients de compter, hausser la voix pour couvrir les cris, provoquer parfois une colère censée détourner l'attention. Rien n'efface vraiment la souffrance. Vous rêvez parfois d'un remède qui endormirait le corps tout entier, mais vous savez que ce n'est pas de votre temps. Alors, vous travaillez avec ce que vous avez, célérité, distraction, vin. Viennent ensuite les infections, ce mal invisible qui défait tant de vos opérations. Vous appliquez du miel, du vin fort, des emplâtres odorants. Parfois cela suffit, parfois non. Quand la chair s'assombrit, se met à pourrir, il ne reste qu'un autre passage par la scie. Le cercle sans fin recommence, et vous vous contentez de l'accepter. Votre réputation se forge dans ce mélange d'échecs et de réussites. Une survivante de trépanation devient la preuve vivante de votre talent. Ceux qui meurent disparaissent dans le silence, oubliés par les registres, sauf pour quelques mentions sommaires. C'est le tri naturel des anecdotes. Seuls les cas positifs nourrissent votre renommée. On vous cite dans les tavernes comme le chirurgien qui a sauvé un tel, et personne ne demande combien d'autres n'ont pas survécu. Vous savez cependant, au fond de vous, que nombre de vos gestes n'apportent rien d'utile. Mais agir reste votre fonction. Refuser une opération serait perçu comme une fuite, une faiblesse. Vous sciez, vous percez, vous recousez. Les prières que vous murmurez ne sont pas seulement pour vos patients, elles sont pour vous aussi, qui maniez des outils sans certitude. Et chaque fois que l'un ne repart pas vivant, une autre question se pose. Comment expliquer l'échec
et surtout à qui en attribuer la faute. C'est cette logique, discrète mais essentielle, qui régit la suite de votre journée. Chapitre 9. L'art de blâmer les autres. Le patient est mort. Encore un. Le corps repose, figé, pendant que ses proches sanglotent dans la pièce étroite. Vous essuyez machinalement vos mains sur votre robe tachée, mais votre esprit, lui, se met déjà au travail. Car dans ces instants-là, ce n'est pas seulement le défunt qui occupe vos pensées, c'est votre réputation. Dans ce métier, elle vaut parfois plus qu'un remède, et il faut la protéger à tout prix. Ainsi commence ce que vous appelez, sans jamais le dire, l'art de blâmer les autres. Votre première stratégie consiste à renvoyer la faute vers les consignes non respectées. Le malade a-t-il goûté à un aliment interdit? Vous vous tournez vers la veuve avec une gravité étudiée. Il a mangé du porc hier, n'est-ce pas? La femme hésite, confuse, mais sa réponse importe peu. Dans votre discours, cette transgression imaginée suffit à justifier la rechute. Vous évoquez aussitôt le poids trop lourd d'une viande grasse sur des humeurs fragilisées. Le doute s'installe chez elle. L'idée prend racine qu'une faute minime pourrait expliquer la perte. Et vous, par ce biais, préservez la stature du praticien diligent. Quand cette piste semble trop mince, vous sortez votre vieux parchemin constellé de signes astrologiques. Rien de tel que les astres pour donner du relief à un échec. Voyez, dites-vous, Mars était aligné avec Saturne au moment du traitement. Ces configurations, dessinées en cercles et symboles mystérieux, impressionnent plus qu'elles n'éclairent. Et pourtant, face à ce langage savant, la douleur de la famille se transforme souvent en silence respectueux. Ici encore, vous n'expliquez rien de concret, mais vous détournez l'échec vers des forces cosmiques, incontrôlables par la main humaine. La voie religieuse, elle, agit profondément dans une société pétrie de foi. Vous baissez encore le ton, presque confidentiel. Était-il sans péché? Cette seule question engendre un trouble suffisant pour justifier que le corps ait résisté aux soins. L'idée que l'âme puisse entraver la guérison transforme la fatalité en avertissement moral. Vous proposez parfois une messe supplémentaire, convaincu que l'offrande soulagera à défaut de sauver. Ici, votre rôle ne se limite plus à celui d'un soignant. Vous devenez un médiateur entre le corps et l'éternité, rattachant la mort à un ordre spirituel rassurant. Il existe aussi une excuse plus simple encore, accessible partout et tout le temps. Les miasmes. Des vents malsains, une pièce mal aérée, un voisin malade, un animal mort près du puits. Autant de facteurs invisibles qui se laissent facilement invoquer. Vous pouvez demander à inspecter la maison, non pour chercher une cause réelle, mais pour trouver un détail quelconque. Une fenêtre exposée, une jarre ouverte, une odeur persistante. Chaque indice devient preuve que le mal venait de l'environnement, non de votre main. Derrière ces justifications, il n'y a plus qu'un simple réflexe d'autodéfense. Elles constituent un langage codifié que vos confrères partagent, une sorte d'art rhétorique appris avec le temps, fait de termes vagues et de formulations savantes, crassis humoral indéterminé, obstruction spiritueuse, disharmonie des flux vitaux. Ces mots ne disent pas grand-chose, mais ils habillent l'échec d'une complexité honorable. Et surtout, ils maintiennent cette façade collective. Si chaque praticien protège son image, c'est toute la profession qui s'évite l'effondrement. Dans les campagnes, certains vont plus loin encore en évoquant des causes occultes. Une sorcière jalouse, un mauvais œil, une rancune enfouie. Ces accusations alimentent les peurs populaires et servent d'explication commode. Vous les maniez avec prudence, trop accusés, et le village pourrait s'embraser dans une chasse inutile qui se retournerait ensuite contre vous. Alors, vous suggérez seulement, ces traits portaient une marque étrange. S'est-il disputé avec quelqu'un de versé en connaissances particulières? Ainsi, vous semez un doute suffisant pour détourner la faute de votre pratique. Vos registres conservent les traces de ces stratégies. Chaque décès s'accompagne d'annotations codées. Patient arrivé trop tard. Organisme affaibli. Conjonction défavorable. Ces mentions ne guérissent personne, mais elles construisent un récit. Elles servent à la fois de justificatif pour vos honoraires et de bouclier si l'on conteste vos méthodes. En les relisant,
Vous trouvez la continuité rassurante d'un ordre apparent. Le carnet, plus que vos instruments, devient votre véritable armure. Avec les familles nobles, la justification prend une forme plus élaborée. On ne se contente pas de parler de viande ou d'air corrompu. On déroule plutôt des raisonnements complexes, comme un tissu d'autorité antique et de subtilité astrologique. Vous invoquez Galien, Hippocrate, Avicenne. Vous citez des passages flous, quitte à les inventer, sachant qu'aucun seigneur ne vérifiera. Ici, les échecs se parent de philosophie. La rhétorique dédouane l'art de guérir, tout en flattant l'érudition de votre auditoire. Il existe également des règles tacites qui protègent vos confrères autant que vous-même. Jamais vous ne désignez un autre médecin comme fautif. Pas ouvertement, du moins. Quand un patient passe de leurs mains aux vôtres, vous préférez murmurer. L'approche qu'il a tentée ne correspond pas à ce type d'affection. Une formule vague qui sous-entend l'erreur sans la nommer. Elle vous présente comme arbitre prudent, garant des traditions solides. Cette solidarité de façade, vous en êtes conscient, protège en réalité la survie collective de toute la profession. Parfois, les justifications ne suffisent plus. Quand la mort frappe trop souvent dans une même semaine, un autre art s'impose, celui de disparaître temporairement. Vous invoquez une urgence dans un village voisin, ou une indisposition qui vous cloue au lit. Ces absences calculées permettent à d'autres de gérer les cas désespérés. Si les malades guérissent, vous dites les avoir conseillés. S'ils meurent, le blâme ne vous atteint pas. Les épidémies vous offrent encore plus de marge. Face à la peste, qu'importent vos gestes. Chaque décès peut être attribué au fléau général. Vous parlez alors de forme virulente ou de constitution incapable de résister. Dans un climat déjà saturé de peur, personne ne cherche des coupables supplémentaires. L'effondrement collectif protège vos échecs individuels. Même les séquelles deviennent matière à justification. Une main perdue, la nature a sacrifié pour sauver l'ensemble. Une stérilité persistante, le corps s'est protégé lui-même. Vous retournez la perte en victoire, comme si la souffrance restante prouvait l'efficacité de votre vigilance. Ainsi façonné, chaque résultat douloureux devient une forme de succès narratif. Vous adaptez aussi vos explications au langage des villageois illettrés. Un échec devient un champ épuisé ou une mauvaise herbe trop enracinée. Ces images agricoles touchent directement leur imagination. Ils comprennent, acceptent et s'inclinent devant la logique simple que vous leur proposez. Parfois, la résignation qu'ils affichent vaut plus que les pièces qu'ils offrent. Et quand toutes les voix sont épuisées, il reste l'argument ultime. Vous baissez la tête, suspirez doucement. Son heure était venue. Nul ne peut contester le destin ni les volontés divines. En invoquant cette limite suprême, vous vous placez vous-même au rang d'humain impuissant, non de médecin fautif. Cette humilité calculée protège encore mieux votre image que 1000 explications savantes. Ce jeu d'équilibre, vous le maîtrisez désormais. Transformez l'échec en preuve de sagesse. Transformez l'inconnu en discours maîtrisé. Quand une guérison surgit malgré vos doutes, vous revendiquez une intuition juste. Quand la mort survient à l'inverse, vous faites valoir l'expérience acquise pour ne plus reproduire l'erreur. Dans les deux cas, c'est votre crédibilité qui en sort renforcée. Le jour finit à présent dans un silence pesant. Le corps est emporté, la veuve rassurée par vos mots, et vous comptez les pièces froides laissées sur la table. Derrière vous, les ombres s'allongent, le long des murs de pierre. Et tandis que la lumière décline, une nouvelle pensée vous traverse. Chaque explication donnée n'a servi qu'à maintenir la façade. Reste à savoir combien de temps elle pourra tenir. Chapitre 10. Le crépuscule du charlatan. Le soleil décline lentement, et une lueur orangée se dépose sur votre table couverte de marques anciennes. Vous rangez vos instruments dans leur sac de cuir usé. La lancette a saigné, la petite lame réservée aux abcès, quelques fioles tintant au fond, partiellement vides, mais assez nombreuses, pour donner une impression de richesse. Chaque objet retrouve sa place avec la même lenteur rituelle, comme pour prolonger un peu la journée. Vous vous laissez tomber sur le banc, les reins douloureux d'être restés pliés des heures sur vos patients.
La bourse à votre ceinture pèse encore confortablement. Quelques pièces glissent sur le bois, s'entrechoquant avec un bruit sec. Le noble inquiet, le marchand bougon, la fermière reconnaissante. Chacun a contribué à ce contenu bienvenu. Pas abondant, mais suffisant pour une semaine de pain, un peu de vin et le droit de continuer. Puis les visages de la journée se reflètent dans votre mémoire. L'homme amputé, dont vous savez qu'il risque de mourir la nuit prochaine. La vieille femme pour qui vous avez composé un sirop inutile. Vous avalez une coupe de vin sans vous attarder. Comme pour effacer ces images, demain viendra une nouvelle procession, ignorante de vos échecs, mais riche d'attentes. Ce que vous offrez, plus que les remèdes, c'est une conviction rassurante, la certitude que vous savez, même lorsque vous ne savez pas. La vitre trouble vous renvoie un miroir fatigué, un visage marqué, encadré d'une barbe grise, savamment taillée. Les rides profondes qui entourent vos yeux sont devenues presque décoratives, donnant aux patients l'impression d'expérience. Vous avez appris à modeler ces traits comme un langage, froncer les sourcils devant une urine douteuse, plisser le regard en silence, sourire à peine quand le patient paraît se détendre. Ce masque vaut autant, sinon plus, que vos instruments. Un morceau de pain dur vous attend sur l'étagère. Vous l'humidifiez dans ce reste de vin, trop lasse pour rallumer le feu. Les souvenirs des débuts reviennent alors, la nervosité du premier diagnostic, les mains moites qui faisaient glisser vos outils. Vous riez doucement à cette pensée. Aujourd'hui, vos gestes sont assurés, vos paroles calibrées. Vous occupez l'espace avec cette assurance qui apaise plus sûrement que n'importe quelle décoction. Lorsque la nuit ferme vraiment la pièce, vous grattez une flamme et allumez une bougie. Sa lueur projette des formes inquiétantes sur les murs. Les ventouses deviennent des gueules ouvertes. La scie à os dessine un sourire effilé. Vous détournez les yeux, conscient de la fatigue qui déforme votre perception. Après tout, chaque médecin vit entouré d'ombres qu'il préfère ignorer. Le registre ouvert sur la table vous attend. Vous y tracez des lignes droites, des notes appliquées, un cas fiévreux, une prescription d'herbe, une amélioration prétendue. L'homme allait mieux avant même votre visite, mais sur le papier, c'est votre soin qui l'a sauvé. Ce livre n'est pas mémoire de vérité, il est mémoire de réputation. Et vous savez qu'il vous protège mieux que vos plantes séchées ou vos scalpels rouillés. La bougie grésille, un filet de cire coulant lentement. C'est le seul instant, avant le sommeil, où vous laissez la vérité approcher. 4 morts, ce mois-ci, peut-être plus demain. Quelques guérisons sans lien avec vos remèdes. Brusquement, la question surgit. Êtes-vous complice de ces disparitions ou simple rouage d'un savoir inachevé ? Vous chassez aussitôt cette pensée en reprenant la coupe de vin. L'acteur doit se tenir prêt, même dans sa propre loge. Autour de vous, les étagères ploient sous les signes d'un savoir approximatif. Un livre épais, que vous n'avez pas ouvert depuis des mois. Des bocaux d'herbe dont le parfum vous échappe déjà. Une gravure anatomique fausse, mais dressée pour impressionner. Tous ces objets construisent l'illusion sans laquelle vous ne pourriez exister. Un patient qui entre ici voit une bibliothèque et croit à l'érudition. Cela suffit. Le vent siffle à travers la fenêtre mal jointe. La flamme vacille. Au loin, un enfant pleure. Vous imaginez sa mère, veillant près du lit, serrant une de vos potions trop douces pour agir. L'image, autrefois douloureuse, glisse désormais sur vous, comme un voile. L'habitude amortit la pitié, sans pour autant l'effacer complètement. Votre métier repose sur une constatation simple. Les malades attendent des certitudes, peu importe qu'elles soient vraies. Les planètes étaient contre vous, apaisent toujours mieux qu'un « je ne sais pas ». Vous distribuez ainsi des phrases qui valent remède. C'est une comédie nécessaire. Sans elle, votre bourse resterait vide, vos journées silencieuses. Vous soufflez la flamme et la pièce retombe dans l'obscurité. Votre main retrouve la bourse, son contact froid. Le métal est tangible, contrairement aux guérisons. Demain, vous reprendrez le rôle, comme la veille. Urines à examiner,
sang à faire couler, potions à distribuer, la mécanique d'un savoir fragile, entretenu par la peur et l'espérance des autres. La lune éclaire faiblement votre passage vers la chambre. Le matelas de paille vous attend, grinçant, mais assez accueillant pour absorber votre lassitude. Sans même retirer la robe tachée, vous vous affaissez. Le hurlement d'un chien perce la nuit, vite noyé dans le silence. Vous refermez les yeux sans résistance. Demain aura la même forme, et ce rythme régulier est son propre réconfort. Avant l'assoupissement, un rêve bref se dessine. Une ville où l'on avoue son ignorance, où soigner consiste à chercher, non à réciter. Vous esquissez presque un sourire dans le noir. Vision irréaliste, mais signe discret que même dans le doute, une autre médecine semble imaginable. Peut-être viendra-t-elle un jour, loin devant vous. Votre survie jusqu'ici tient en une règle. Vous avez compris que la mise en scène compte plus que le savoir. Mais à l'arrière-plan, quelque chose s'agite. Ces hésitations silencieuses que vous ressentez ne sont pas rejetées par vos confrères. Elles préfigurent, sans le dire, le lent travail de la médecine qui progresse, par fragments, d'un siècle à l'autre. Et ce sentiment d'inachevé, vous le portez mêlé à la fatigue. Le chant d'un coq résonne trop tôt. L'aube guette déjà. Vous tournez brièvement le visage dans l'ombre, retardant le retour à votre masque journalier. Dans quelques heures, une nouvelle série de malades frappera à votre porte. Ce soir encore, vous redeviendrez le médecin qui sait. Dans ce crépuscule incertain, le charlatan s'endort, mais la possibilité d'autre chose, même lointaine, n'a pas complètement disparu. C'est peut-être là la seule promesse qui accompagne vos gestes répétés. Conclusion. La journée s'achève pour notre médecin médiéval, entre bougies vacillantes et remèdes incertains. Nous avons traversé ensemble cet univers où diagnostiquer relevait autant de l'art divinatoire que de la science naissante, et où chaque soin ressemblait davantage à un pari hasardeux qu'à une certitude. Les siècles des humeurs et des miasmes semblent aujourd'hui bien éloignés. Pourtant, ce parcours rappelle combien le progrès a été lent, bâti sur tâtonnement et erreur. Des siècles passeront encore avant que des gestes simples comme l'asepsie s'imposent réellement. L'histoire de la médecine est aussi celle de la persistance dans l'ignorance. Dites-moi en commentaire lequel de ces remèdes vous ferait frissonner. Les sangsues, la scie ou l'urocopie. Et souvenez-vous, aujourd'hui, un geste banal comme se laver les mains suffit souvent à prévenir bien des drames. Bonne nuit.